Si vous aimez l'innovation, là vous allez vraiment être servi. Il y a des fonctions vraiment intelligentes. Avec ce J15 Pro Ultra de Eureka, on est dans le haut de gamme, tout comme le J20 que j'ai testé il y a quelques jours. Je vous mets ici le test. Et si vous aimez les tests ultra complets, eh bien évidemment, vous le savez, il faut vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis activer toutes les notifications pour être prévenu des futures vidéos. Et puis également, pensez à liker la vidéo. C'est juste un clic pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc aujourd'hui, on va faire le test ultra complet, évidemment, de ce J15 Pro Ultra. Et vous allez voir qu'il y a énormément d'innovations dans ce robot. Et des innovations qu'on a vues encore nulle part ailleurs. Et Eureka, on n'est pas à son coup d'essai, puisque la marque Eureka existe depuis plus de 100 ans. Alors aujourd'hui, évidemment, on va faire le test ultra complet de ce J15 Pro Ultra. Je vous mets évidemment le lien dans la description de ce robot. Et s'il y a un code promo, comme d'habitude, je vous l'indiquerai au même endroit. Et puis on se retrouvera évidemment en fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis sur ce J15 Pro Ultra. Pour le moment, on va commencer par déballer ce gros carton. Voici donc cet Eureka J15 Pro Ultra. Le Pro est vraiment important parce que là, on a de l'innovation. Si vous aimez l'innovation, là, vous allez vraiment être servi. Il y a des fonctions vraiment intelligentes. Déjà, ce qu'on retrouve dans le carton, une petite brossette de nettoyage avec, comme d'habitude, le petit cutter pour aller enlever les cheveux. Mais ça, évidemment, ça vous servira à rien et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Ensuite, on a un guide de démarrage rapide, entièrement en anglais. Le plus important, de toute façon, dans ces guides de démarrage rapide, c'est d'avoir le QR code pour télécharger l'application. Et ensuite, tout est réellement intuitif lorsque vous allez mettre en service ce robot. Et puis on a aussi évidemment un manuel d'utilisation qui est multilangue. Je vais commencer par vous parler de la base et notamment de ses dimensions parce que même si elle est imposante comme ça, elle est en fait relativement compacte. On a une largeur de 46 cm, une hauteur de 47 cm et une profondeur de seulement 40 cm, même quand le robot est sur sa base puisqu'il ne dépasse pas du bord de la base. Les 40 cm, vous l'avez compris, c'est ici devant le robot, sinon le haut de la base ne fait que 32 cm. Ce robot ainsi que sa base existent en deux couleurs, en noir ou en blanc. Je vous mets évidemment dans la description les prix de ces deux couleurs, parce que des fois il y a une petite différence. À l'arrière de la base, vous avez un système pour enrouler le surplus de câble. Cependant, il n'est pas assez grand, ce qui fait qu'on ne peut pas enrouler l'intégralité du câble. Et donc moi, j'ai dû attacher le restant de câble quand même. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un détail, parce que moi, j'avais la prise qui était vraiment juste à côté de la base. Il y a ici sur le haut de la base une LED qui va s'allumer de différentes couleurs en fonction du statut de l'aspirateur ou de la base. Ça peut être rouge, vert, blanc, etc. Cette LED est respirante, elle s'allume progressivement et elle s'éteint également progressivement. Alors cette base, elle fait absolument tout. Elle a 8 fonctions. Déjà, elle va recharger la batterie du robot, évidemment, quand le robot reviendra se stationner. Ensuite, elle va remplir automatiquement le réservoir d'eau interne du robot. Elle va collecter automatiquement la poussière du bac à poussière de l'aspirateur pour la stocker ici dans le sac d'aspirateur de la base qui se trouve sur le devant derrière cette porte. Cette porte, elle est vraiment d'une matière assez brillante, c'est assez joli. Donc le sac d'aspirateur se trouve ici. Ce sac d'aspirateur a une capacité de 3 litres et si vous n'avez pas d'animal ou de cheveux dans votre maison, vous allez pouvoir le remplir jusqu'à à peu près 2 mois et demi. Ensuite, évidemment, comme c'est un robot laveur, il va laver automatiquement les serpillères du robot dans la base à une température de 75 degrés. On va essayer de mesurer tout à l'heure vraiment si ça lave à l'eau chaude. Évidemment, il va récupérer les eaux sales qui ont été évidemment lavées au fond de la base pour les monter dans le réservoir d'eau sale. Le réservoir d'eau sale se trouve ici, il a une capacité de 3,4 litres. Le réservoir d'eau propre, évidemment, il est à côté et il a une capacité de 4 litres. On n'a pas ici de réservoir de détergent, vous l'avez vu, on n'a que le sac d'aspirateur qui se trouve ici. Il n'y a pas de réservoir de détergent intégré. Alors vous allez me dire, c'est un inconvénient. Eh bien moi je dirais pas forcément. Parce qu'en fait ce réservoir de détergent chez les concurrents, il ne sert qu'à laver les serpillères au fond de la base. Et si vous voulez vraiment laver votre sol avec du détergent, vous n'avez pas d'autre solution que de rajouter du détergent dans le réservoir d'eau propre. Comme ça c'est toujours fait sur les robots aspirateurs qui n'avaient pas cette fonction de réservoir de détergent dans la base. Donc au final, comme vous êtes obligé de toute façon de rajouter du détergent dans le réservoir d'eau propre, eh bien à quoi ça sert d'avoir un réservoir de détergent dans la base? Finalement pas à grand chose, en tout cas pour l'instant, tant que les constructeurs ne se servent pas de ce réservoir de détergent pour injecter du détergent dans le réservoir du robot. Évidemment, puisque la base lave les serpillères, eh bien, elle va aussi les sécher à 55 degrés et elle va aussi sécher le fond de la base. Et on vérifiera tout à l'heure si tout est réellement sec à la fin du séchage. La fonction supplémentaire et celle que vous aimez, c'est l'auto-nettoyage de la base. Le fond de la base va se nettoyer automatiquement. Et puis, ça va même aller plus loin que ça. C'est que ça va pas faire que nettoyer le fond de la base, ça va aussi récupérer les résidus solides qui pourraient se trouver également au fond de la base. Parce qu'au fond de la base, vous avez ces deux parties rotatives ici qui vont tourner soit en même temps
que les serpillères, et là le système est vraiment intelligent, puisqu'il n'y a pas de moteur, c'est vraiment que du plastique ici. En fait, ce qui va faire tourner ces éléments, eh bien c'est simplement la pression des serpillères dessus qui vont faire tourner ça pour racler le fond de la base. Mais vous allez me dire comment font les serpillères pour se laver si ça tourne? C'est là que c'est super intelligent, et c'est là que Eureka a vraiment innové, c'est qu'il y a quelque chose au fond de la base qui va venir ici bloquer la rotation de cette partie. Vous voyez, ça va venir en buter ici quand il y a quelque chose qui va descendre électriquement. Et donc les serpillères vont pouvoir frotter aussi ici pour se laver automatiquement. Mais ça, c'est super intelligent. Et puis là où c'est encore plus intelligent, eh bien c'est cette partie au centre. Toute la saleté liquide va se retrouver ici au centre. Je vais enlever ça, vous allez mieux voir. Ça va se stocker ici, le liquide et le solide. Le liquide va être aspiré entièrement et puis il va rester ici des particules solides. Et bien pour que vous n'ayez pas à le nettoyer vous-même, il y a ici ce petit système très ingénieux qui va récupérer les parties solides pour les aspirer dans le sac d'aspirateur. Mais ouais, c'est super malin. Je vous montre ça de plus près. Vous avez l'eau ici qui va aller avec les saletés solides au fond ici derrière. Donc voilà, ça va se stocker ici au fond. Vous avez ici le petit tube qu'on voit plonger au fond qui va aspirer l'eau. L'eau, vous voyez, elle ressort ici, elle va monter dans le réservoir d'eau sale. Et puis cette partie qui se trouve au-dessus, eh bien, vous voyez qu'il y a une grille. Les saletés vont rester ici, les saletés solides, et puis elles vont être aspirées grâce à cette petite roue à aube qui va aspirer les déchets. Et vous voyez ici, on a un orifice d'aspiration qui va récupérer les déchets secs et les envoyer vers le sac d'aspirateur. Et ça, c'est franchement très intelligent. Donc c'est ça l'innovation chez Eureka, c'est sortir des choses que les concurrents n'ont pas sorties avant eux. Donc vous avez vu, il y a déjà des innovations au niveau de la base, mais il y en a aussi sur le robot. Ce robot avec un design particulier, vous l'avez vu, qu'il est à la fois carré et à la fois rond. En fait, il a une largeur ici d'environ 35 cm, que ce soit en largeur ou en longueur. Mais si vous prenez la mesure dans l'autre sens, en diagonale, on arrive à 38 cm. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, il ne va pas pouvoir rentrer dans des espaces qui seront plus étroits que 38 cm, parce que lui, il va vérifier la largeur de l'espace, et avant d'y rentrer, il va être sûr de pouvoir faire demi-tour. Et pour faire demi-tour, eh bien, c'est cette largeur-là qui est prise en compte, les 38 cm. Et la hauteur du robot, elle est de 110 mm. Et comme tout robot aspirateur qui se respecte, eh bien, il est équipé d'un lidar. Mais pas que d'un lidar, il est également équipé d'un laser frontal qui va lui permettre de détecter les objets qui sont plus bas que le laser principal pour les éviter sans aller réellement au contact. Et même s'il va au contact, évidemment, il a aussi un pare-choc avec des capteurs qui lui permet tout de suite de reculer pour éviter l'obstacle. Tout ça, évidemment, se fait en douceur puisque vous avez une bande de caoutchouc en bas du pare-choc. Tout le long du pare-choc en bas, vous avez une bande de caoutchouc pour protéger vos meubles. Et comme il est équipé de laser, évidemment, il peut travailler la nuit. Et puis, comme il est également équipé d'un phare LED adaptatif, ça veut dire que la puissance de la LED varie en fonction de la luminosité et de la quantité de luminosité dont il a besoin pour détecter les objets. Ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est encore une innovation de chez Eureka. La puissance de la LED varie en fonction du besoin du robot. Et pour reconnaître les obstacles et les éviter avec des stratégies différentes, parce qu'en fonction des différents obstacles, il va prendre plus ou moins de distance. Évidemment, quand c'est un excrément d'animal, il va s'éloigner plus, il ne va pas s'approcher. Si c'est une basket, évidemment, il va s'approcher au plus près pour nettoyer tout autour. Et ça, c'est grâce à sa caméra qu'il peut le faire. Évidemment, j'ai testé, on verra ça tout à l'heure. Et donc, il pourrait être capable de reconnaître plus de 150 objets différents. Alors, j'ai pas testé, évidemment, avec 150 objets, mais on essaiera tout à l'heure ce que ça donne. Et puis, avec cette caméra, évidemment, vous allez pouvoir faire de la vidéosurveillance. Ça, c'est vraiment bien, et ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Quand on peut faire de la vidéosurveillance avec un robot aspirateur, alors il y en a qui parleront de vie privée et autres. En tout cas, franchement, moi j'ai confiance dans les marques. Ils ne prendraient pas le risque d'utiliser vos images sans votre consentement parce que ça pourrait être vraiment très néfaste si ça se savait pour la marque et pour les ventes de cette marque. Donc pourquoi j'aime bien avoir de la vidéosurveillance sur un robot? Parce que quand vous avez une alarme chez vous, que vous avez un déclenchement d'alarme, que vous n'êtes pas chez vous, eh bien vous avez toujours le doute de savoir est-ce que c'est mon chat qui est passé devant le capteur? Est-ce qu'il y a un capteur qui est en panne? Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un qui est rentré? Pour le savoir, il faut des caméras. Donc soit vous mettez des caméras partout, comme je l'ai fait moi avant d'avoir un aspirateur robot, ou soit vous prenez votre smartphone et vous dirigez votre aspirateur robot vers l'endroit où il y a eu la détection d'alarme et tout de suite vous êtes rassuré ou pas. Et c'est aussi évidemment avec son laser qu'il va faire la cartographie. Vous avez une gestion multicarte, un rez-de-chaussée, un étage, un sous-sol, une véranda, etc. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir une carte 3D. Alors personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était gadget, une carte 3D. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette carte 3D, si vous vous en servez. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Allez, on va parler maintenant du moteur d'aspiration qui permet d'avoir une aspiration de 16 200 pascal. Comme d'habitude, j'ai aucun moyen de le vérifier, mais bon, c'est ce qui est indiqué par Eureka. Vous avez 4 niveaux de puissance d'aspiration réglables sur ce modèle. Vous avez une batterie
batterie de 5200 mAh. Sur le devant du robot, on voit ces deux phares LED, phares adaptatifs. Ici, on ne le voit pas caché dans le noir, ce sont les lasers frontaux. Au centre, vous avez la caméra. Sur le côté, ici, un capteur de suivi de mur qui va lui permettre de suivre le mur avec une très grande précision, mais aussi de détecter les meubles qui seraient légèrement surélevés de manière à pouvoir les nettoyer un petit peu plus en dessous. On verra ça tout à l'heure, c'est vraiment intelligent. À l'arrière ici, on a les deux contacts de charge, la fenêtre infrarouge pour qu'il se positionne bien au centre lorsqu'il revient sur sa base. Au milieu ici, la buse d'injection d'eau pour remplir son réservoir d'eau interne. Ici, l'orifice d'extraction de la poussière lorsqu'il fait son auto-vidage. Sur le côté ici, une grille, c'est le haut-parleur. À l'arrière ici, on a deux grilles, c'est la grille d'extraction d'air. L'air aspiré ici au travers de la brosse va ressortir ici et il ressort vraiment assez en hauteur de manière à ne pas soulever la poussière qui se trouve sur le sol. Et là, je l'ai bien vu sur ce modèle, le modèle noir, hein. J'ai pas beaucoup de poussière qui vient se mettre sur ce robot contrairement à d'autres modèles noirs que j'ai testés. Ici au-dessus, le laser tourelle évidemment, les deux boutons de mise en route et de retour à la base. Par contre, on n'a pas de bouton pour nettoyage localisé. On a des roues crantées ici sur le dessous, montées sur ressort, qui permettent de passer des seuils de porte jusqu'à environ 2 cm. Vous avez sur le dessous ici un capteur à ultrasons qui va lui permettre d'adopter différentes stratégies lors de l'approche des tapis ou des moquettes. Soit il va soulever ses serpillères, soit il va éviter tout simplement les tapis. Vous avez 6 capteurs de vide tout autour du robot, ça lui évite évidemment d'aller tomber dans les escaliers. On a ici la brosse latérale qui va ramener les saletés vers le centre et vers la brosse principale. Elle arrive en recouvrement de cette brosse principale, ce qui fait que vous n'aurez pas de cheveux qui vont s'enrouler sur cette brosse latérale. Et puis évidemment, comme on parle de cheveux, vous vous posez la question, qu'est-ce qui va se passer ici avec les cheveux? Est-ce qu'ils vont s'enrouler? Eh bien, on va tester tout à l'heure. Je vous dis tout de suite qu'on a ici la technologie FlexiRazor de chez Eureka qui permet de sectionner les cheveux, de les couper en morceaux pour éviter qu'ils s'enroulent. Et ça se passe à l'intérieur, ça se passe ici. Vous avez ici une brosse qui est relativement classique, hein. Vous avez des bandes caoutchouc qui s'alternent avec des bandes de poils. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des petits poils comme ça qui sont tout seuls sur le côté, vers le bout, au niveau de l'axe. Et bien ça permet d'éviter aux cheveux de venir s'enrouler autour de l'axe. On regardera tout à l'heure si c'est vraiment efficace. Donc il n'y a rien dans cette brosse qui permet de couper les cheveux. Bah alors ça se trouve où? Bah ça se trouve dans le robot. Et ça a un gros avantage, vous n'avez pas besoin d'acheter une brosse spécifique comme c'est le cas chez d'autres marques. Je vous expliquerai plus loin dans la vidéo comment fonctionne le système FlexiRazor d'Eureka. Alors est-ce que tout ça fonctionne bien? Rendez-vous tout à l'heure lors du test. Et ce chariot de brosse, il est motorisé. Il va pouvoir monter ou baisser en fonction des situations. Et le robot, il est vraiment intelligent. Il a le système IntelliView AI qui va lui permettre de détecter des saletés sèches et aussi des saletés humides. S'il détecte une flaque de liquide, par exemple, eh bien, il va aller la laver d'une façon vraiment impressionnante. Je vous montre ça tout à l'heure. Et il va évidemment, du coup, au même moment, soulever sa brosse principale pour ne pas la mettre au contact du liquide. Et je ne vous ai pas encore parlé de ces serpillères que vous avez vues, hein, les serpillères rotatives pour bien frotter le sol. On a le système Scrub Extend qui permet d'étendre la serpillière de droite le long des murs ou le long des objets. J'ai testé, on verra ça tout à l'heure. Les serpillières peuvent se soulever jusqu'à 12 mm lorsqu'elles rencontrent un tapis ou une moquette. Et aussi ces serpillières, pour mieux frotter le sol, elles exercent une pression de 7 Newton sur le sol. Je vous mets une petite animation ici pour vous montrer la pression effectuée par les serpillières sur le sol. Et une pression tellement forte que ça vient soulever le robot. Et donc on verra tout à l'heure dans le crash test si ça a été efficace pour nettoyer mes traces de chocolat. Allez, trêve de blabla, on a vu toutes les caractéristiques et fonctionnalités de cet Eureka J15 Pro Ultra. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on procède aux différents crash tests. Et moi évidemment, je vous retrouve en fin de vidéo pour vous donner mon avis sur ce J15 Pro, les points positifs et les points négatifs. Oui, je vous dirai tout. Donc la première chose à faire évidemment sera de créer une nouvelle carte. On peut ici avec ce robot faire une cartographie rapide avec le mappage rapide ou alors nettoyer et cartographier, ça veut dire qu'il va nettoyer intégralement la surface mais faire la cartographie en même temps. Ici on va commencer par faire un mappage rapide. Donc là le robot va se déplacer sur l'intégralité de la surface et créer en même temps la cartographie. Et vous voyez que je mets les chaises sur la table pour lui laisser le plus de place pour aller vraiment partout lors de la première cartographie. Ensuite, évidemment, vous pourrez faire ce que vous voulez avec vos meubles, mais lors de la première cartographie, il faut vraiment le laisser aller partout. Donc vous voyez que j'ai mis les poubelles aussi sur la table. J'ai laissé vraiment le plus d'espace possible au sol pour la découverte de la cartographie du robot. Quand le robot a terminé son nettoyage, il revient automatiquement sur sa station de base. Il se met bien en face et recule directement au fond de la base en restant bien au centre. Et vous voyez qu'il fait ça très délicatement. Mise en charge.
Donc à la fin de sa cartographie, eh bien, il vous montre les pièces qu'il a lui-même délimitées. Donc si les délimitations vous conviennent, eh bien, tout est parfait. Sinon vous allez pouvoir, grâce à l'outil de carte qui se trouve ici, eh bien, modifier les pièces. On va y aller tout de suite. Je clique ici sur modifier la pièce. Et par exemple, cette pièce 1 ici, eh bien, je voudrais la diviser. Donc je clique sur diviser, je sélectionne la pièce. Et je vais pouvoir diviser ma pièce comme je le veux. Voilà, ici, je clique en haut sur la validation. Et voilà, les pièces sont maintenant divisées. Donc là, la cartographie, pour moi, elle me convient. J'ai toutes mes pièces qui sont correctement séparées. Pour que l'aspirateur puisse aspirer partout, j'aligne toujours les pieds des chaises avec les pieds de ma table. Et comme ça lui permet vraiment de contourner tous les pieds et d'aller nettoyer sous la table. Et vous voyez que dans ce labyrinthe de pieds de chaise, il ne se perd jamais. Donc même si parfois il peut sembler un petit peu perdu, il trouve toujours son chemin et nettoie évidemment partout entre les pieds de chaque chaise sans aucun problème. Et sa forme légèrement carrée ne lui pose pas de problème non plus pour faire ses demi-tours entre les pieds de chaise. Et quand il ne peut pas passer, eh bien, il ne cogne pas, c'est son laser qui lui indique la bonne distance. Et comme ça, il ne vient pas cogner le pied des obstacles. Il peut parfois les toucher légèrement comme vous le voyez ici, mais c'est toujours en douceur. Sa forme carrée ne lui pose pas de problème pour les endroits étroits. Évidemment, il va rentrer dans ce genre d'espace que s'il estime qu'il peut faire demi-tour, sinon il ne rentrera pas. Vous avez vu que son phare LED s'allume automatiquement quand il y a peu de luminosité, et sur ce modèle, ce phare LED il est adaptatif, c'est-à-dire que la luminosité varie en fonction des besoins du robot, des besoins de vision, puisqu'il a une caméra, et donc il allume plus ou moins fort le phare LED pour éclairer au mieux la zone. Évidemment, ce robot est capable d'éviter les escaliers, même s'il est un petit peu violent quand il le fait à merveille. Et donc il ne tombera pas dans les escaliers. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Son système Scrub Extend lui permet de laver au plus proche des murs et des plinthes. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Il est vraiment super intelligent. Ici, pour qu'il aille laver au fond du coin, eh bien, il fait une marche arrière. Il fait un créneau et il déploie à nouveau sa serpillière latérale pour aller bien laver au fond du coin. Ça, c'est vraiment intelligent. Et lorsqu'il détecte qu'il ne peut pas passer sous un meuble, eh bien le robot, pour aller laver le plus loin possible, il fait des mouvements de rotation en même temps qu'il avance. Ça aussi, c'est vraiment intelligent. Son système Scrub Extend, vous le voyez, fait sortir automatiquement sa serpillière côté droit pour aller nettoyer au plus près des obstacles, et ici, en l'occurrence, au plus proche des pieds des chaises. C'est totalement automatique, c'est le robot qui gère ça grâce à son laser. Il connaît la position du pied de chaise et vous voyez qu'il a rétracté la serpillière quand il n'en a plus besoin. Et si jamais la serpillière touche le pied de la chaise, vous voyez que ça ne risque rien. C'est monté sur ressort, je peux pousser la serpillière, je ne risque pas de casser le mécanisme. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Si le robot se retrouve coincé, le système Scrub Extend ne va pas être endommagé. Je vous montre ici en accéléré comment le robot peut laver au plus proche d'un obstacle en tournant autour. Lorsque le robot détecte la présence d'un tapis ou d'une moquette, il s'arrête, il recule un petit peu, il relève ses serpillières et peut donc ainsi passer sur le tapis sans frotter les serpillières. Pour ce crash test sur sol dur, j'ai mis, comme vous le voyez, pas mal de débris, des lentilles sur le bord de la plinthe, de la poussière. En fait, j'ai vidé un sac d'aspirateur tout simplement sur le sol. Et puis au fond, sur un tapis, j'ai mis du riz, pareil, des débris, un sac d'aspirateur. Voilà, on va vérifier si l'aspirateur, le J15 Pro, arrive à aspirer correctement toute cette zone. Donc je vais aspirer simplement une pièce, donc je clique sur pièce en bas, je sélectionne l'entrée ici, je choisis le mode ici, le mode aspirateur, je me mets en puissance d'aspiration standard, on va voir s'il est capable quand même de ramasser tout ça, et par contre j'ai mis une préférence de trajet au maximum, qu'on ait le maximum de parallèles, et puis on va mettre ici x3 au cas où on n'arrive pas à tout ramasser du premier coup. Et donc je lance le nettoyage. Démarrer le nettoyage. Quand le robot rentre dans une pièce, il commence tout de suite par faire le contour de la pièce avant de faire le centre.
Il projette un petit peu les débris qui se trouvaient le long de la plinthe, mais on voit qu'il est passé complètement au bord de la plinthe et qu'il a tout ramassé. Alors là, il a dit tâche effectuée, commencer le nettoyage des tâches. A priori, il a détecté qu'il y avait beaucoup de saleté sur le sol, et ça, a priori, il ne le détecte pas lors du tour périmétrique, c'est un petit peu dommage. On entend le moteur d'aspiration qui augmente quand il est sur un tapis. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'avais réglé la puissance d'aspiration sur le mode normal, et vous voyez qu'on a un résultat d'aspiration quand même assez performant. Donc je vous laisse imaginer la puissance qu'on peut avoir quand on met la puissance au maximum jusqu'à 16 200 pascal. Là, il a dit tâche détectée, commencer le nettoyage des tâches. Il a vu qu'il y avait beaucoup de saleté sur le tapis. Il l'a fait que 2 fois sur cette zone. Donc là, c'est la 2e fois à l'endroit où il le fait. Il a vu qu'il y avait une concentration élevée de débris au même endroit. Donc il augmente sa puissance d'aspiration et il réduit la vitesse de rotation de la brosse latérale. Et en même temps, vous voyez qu'il insiste sur la zone, il passe plusieurs fois au même endroit. Et sur la carte, on voit les 2 ronds verts qui indiquent qu'il y avait 2 zones très sales. Et là, il continue son nettoyage normal. Et évidemment, sur la carte, on peut suivre en temps réel le déplacement du robot, comme vous le voyez. Là, il est en train de faire son tour périmétrique du 2e passage. Je vais le laisser faire pour voir s'il croise ses parallèles. Parce que là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin d'un 2e passage. Tout avait été complètement ramassé au 1er passage, sauf peut-être cette petite lentille qui reste tout de suite là devant lui. Donc il a été vraiment très efficace au 1er passage, vu la quantité de saleté qu'il y avait sur le sol. Alors là, il a fini son 2e tour périmétrique et on voit qu'il croise ses parallèles. Voilà, maintenant il fait ses parallèles dans l'autre sens, donc vertical sur la carte et horizontal évidemment sur l'image. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vérifier, qu'il effectuait bien un passage croisé, ce qui est bien le cas. Donc maintenant je vais le mettre en pause. Et on va vérifier si tout a bien été nettoyé. Déjà sur la carte, on voit comme je vous disais les 2 points verts qui sont les endroits où il y avait des concentrations de saleté. Donc il les a indiqués sur la carte et il a fait un nettoyage approfondi à cet endroit. Alors ça, c'est le système IntelliView AI qui détecte la présence de grosses saletés sèches et humides sur le sol. Et là, en l'occurrence, c'était des saletés sèches, mais il y avait tellement de saleté que finalement, ça l'a un peu perturbé. Et il a sélectionné simplement que 2 zones, alors qu'en fait, l'intégralité de la pièce était très très sale. Donc, on va vérifier l'état du nettoyage. Ici, sur le tapis, on voit effectivement qu'il n'y a vraiment plus rien. Il a vraiment tout aspiré correctement. Ici, le long de la plinthe et au milieu, il n'y a plus rien non plus. Alors juste un petit peu plus bas, il a envoyé, vous voyez, des petites lentilles en dehors de la zone d'aspiration, en dehors de la pièce en fait, puisque ma pièce s'arrête en fait à la limite du meuble et du mur ici. Et donc forcément, il ne les a pas aspirés puisqu'il n'est pas venu aspirer à cet endroit-là, mais tout le reste de la zone a été parfaitement aspiré en un seul passage. Donc là, c'est parfait. J'ai aspiré l'intégralité de mon rez-de-chaussée, 54 mètres carrés en 72 minutes, et je n'avais pas aspiré depuis une semaine. On va donc regarder ce que le robot a récupéré, et surtout, qu'est-ce qu'il a fait avec les cheveux, parce que comme vous le savez, j'ai toujours beaucoup de cheveux chez moi. Donc, on va regarder tout de suite sous le robot, on va commencer par ça. On va regarder cette fameuse brosse avec le système FlexiRazor de Eureka. On va regarder si on a des cheveux, et apparemment, pour l'instant, j'en vois pas. C'est plutôt bon signe. Dans le couvercle, il n'y en a pas. Je sors la brosse délicatement et on va regarder de près. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit juste un cheveu ici au bout. Un cheveu qui est là. Voilà, il est juste à l'extrémité. En fait, il y en a 2. Allez, 3. Voilà, j'ai juste ça comme cheveu au bout. Il n'y a rien qui s'est réellement enroulé dans la brosse. De l'autre côté, on trouve où il y a encore un cheveu ici. Ils ne sont pas enroulés, je les tire assez facilement. Allez, il y en a un petit deuxième qui est là. Par rapport à la quantité de cheveux que j'ai habituellement, il n'y a vraiment pas grand chose. Et on voit vraiment que sur l'intégralité de la longueur de la brosse, je n'ai aucun cheveu. Donc le système FlexiRazor fonctionne bien. Et ce système FlexiRazor, c'est quoi? Je vais vous le montrer en détail ici. Vous avez une lame ici crantée tout le long.
C'est comme une tondeuse à barbe, hein, ou une tondeuse pour les cheveux. Vous avez une lame qui fait des allers et retours de 4 mm de gauche à droite, comme ça, dans le sens longitudinal, à une vitesse de 400 oscillations par minute. Donc c'est un peu plus de 6 fois par seconde, donc c'est très rapide. Et ça vient donc couper les cheveux en petits morceaux assez régulièrement pendant l'aspiration. Je regarde ici autour de la brosse latérale. Je n'ai qu'un seul cheveu ici, qui est coincé dans cette broche latérale. Donc là aussi, c'est très bien. Donc je vais remettre tout ça en place. Et on va regarder maintenant dans le bac à poussière. Normalement, on devrait retrouver toute la poussière, évidemment, mais aussi tous les cheveux. Regardons ça de plus près. En effet, on voit qu'il y a des cheveux. Et si j'en prends un, vous voyez qu'il est coupé. Il fait à peu près 2 ou 3 cm de long. Tous les cheveux qui sont dans le bac à poussière sont coupés en petits morceaux. C'est pas facile à montrer à l'image. Mais vous voyez, j'ai pas de grands cheveux. Voilà, j'ai des petits morceaux de cheveux. Alors que ma femme et ma fille ont des cheveux qui font peut-être 30 ou 40 cm. Voilà, là j'ai vraiment des petits morceaux de cheveux qui ont été coupés et stockés dans le bac à poussière. Alors on va regarder maintenant quelle quantité de poussière j'ai récupéré. On va essayer du côté du filtre. Déjà de ce côté-là, le filtre il est propre. Pas de poussière, pas de saleté dedans. Ici, on a un filtre mousse, donc de l'autre côté, on va trouver normalement un petit peu de poussière. Il n'y en a pas énormément. Donc pour l'instant, voilà, le système de filtration, on voit qu'il fonctionne bien. Donc il faut le soulever vers le haut. C'est vraiment pas facile, voilà. Et on voit que la poussière a été collectée uniformément sur toute la largeur du filtre. Et c'est bien d'avoir un filtre assez large, ça permet de bien remplir le bac à poussière et que la poussière ne stagne pas au centre. Voilà, donc je vais refermer ce bac à poussière et puis on va lancer maintenant l'auto-vidage, puisque j'avais volontairement désactivé l'auto-vidage pour vous montrer le bac à poussière avant et après. Donc sur l'application, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici cliquer sur fonction de la station et je vais cliquer sur vidage automatique ici en haut à gauche. Donc j'ai un warning qui me dit que ça va être assez bruyant et on me demande si je veux le faire ou pas. Ça évite de réveiller votre enfant s'il dort. Si vous ne voulez pas avoir cette question, il faut décocher la petite case ici et faire OK. Démarrer le vidage automatique. On a entendu toute la poussière qui est partie d'un coup. Vous voyez que c'est assez rapide, ça dure une dizaine de secondes. C'est pas très bruyant, hein. On va aller regarder dans le bac à poussière comment le vidage s'est effectué. Bac à poussière retiré. Et là, on constate effectivement qu'il est bien vide. Et l'intérieur du bac à poussière, on va rouvrir encore comme ça. Voilà, évidemment, il est complètement vide. Il reste quelques petites poussières résiduelles, mais rien de bien méchant. Voilà, donc vidage parfait. Et puis évidemment, la poussière, elle s'est retrouvée ici, hein, dans le compartiment à poussière de la base. Sac à poussière retiré. Quand vous retirez le sac, il se ferme automatiquement. Ça laisse un léger jour ici, qui ne peut pas se fermer totalement. Donc il faudra faire bien attention, quand il sera plein, de ne pas le presser pour ne pas que la poussière ressorte par ce petit trou. Voilà, ma poussière au fond, on la voit bien, la poussière qui a été collectée. Il n'y a pas de poussière ici autour de l'endroit où on met le sac, ça veut dire que c'est bien étanche, qu'il n'y aura pas de fuite à ce niveau-là. Et puis, chose appréciable, bien que ce soit un modèle noir, il n'a pas énormément pris la poussière. Vous voyez, on a un petit peu sur le lidar, de la poussière fine, mais il est resté plutôt assez propre. Et c'est franchement étonnant, parce qu'habituellement, les aspirateurs robots noirs attrapent beaucoup la poussière, et vous voyez que là, il n'y en a pas énormément pour un travail qui a duré à peu près 1 heure. Alors évidemment, il y en a peut-être un petit peu plus en dessous, mais globalement, il y en a quand même beaucoup moins que sur certains modèles. Donc ça veut dire que les extracteurs d'air qui se trouvent à l'arrière sont bien dirigés pour ne pas soulever la poussière qui se trouve sur le sol et qu'elle retombe ensuite sur l'appareil. Comme d'habitude pour le test du lavage, j'ai fait sécher du chocolat ici pendant plusieurs jours sur le sol. Le but pour moi, c'est de savoir si le robot est capable vraiment de frotter le sol et d'extraire des taches sèches. Pour ça, j'ai sélectionné une zone à nettoyer en mode aspiration et serpillière avec le niveau d'eau le plus élevé, une fréquence de trajet au maximum ici sur la droite, et j'ai sélectionné une zone qu'on va laver 3 fois, au cas où ça ne suffit pas à la première fois, et c'est parti. Donc le robot humidifie ses serpillères, le robot va aussi remplir son réservoir d'eau interne pour avoir une réserve d'eau suffisante pour laver une grande surface. Et ensuite, il se rend sur la zone pour laver la zone. Comme d'habitude, hein, il commence par faire l'extérieur de la zone et ensuite il fera l'intérieur. Voilà le premier passage.
Pour l'instant, on voit pas grand chose qui part, mais c'est normal, hein, je vous le rappelle, ce sont des taches qui ont été séchées plusieurs jours. Ah, malgré tout, vous voyez, ça part quand même parce qu'il est passé 2 fois au même endroit, puisqu'il fait des parallèles assez resserrés. Bon, bah, je crois qu'on a ici un champion du monde, hein. En un seul passage, il va avoir ramassé quasiment l'intégralité du chocolat. Et quand je dis quasiment l'intégralité, je crois qu'on est vraiment sur une intégralité totale. Alors là, franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a plus de chocolat sur le sol. On va faire mieux que ça, on va prendre un sopalin. Alors, sur le sopalin, on constate quelques traces de chocolat. Donc le premier passage, effectivement, n'avait pas fait un nettoyage total. Donc quand il y a des grosses traces comme ça, évidemment, il faudra prévoir un deuxième passage. Voyons donc à la fin de ce deuxième passage s'il reste du chocolat sur le sol. Et là, on voit effectivement que mon sol est complètement propre. Voilà, je l'ai arrêté, hein, inutile de faire un troisième passage, mon sol est complètement propre. Le sol est légèrement humide, mais ça c'est normal, hein, puisque j'ai activé le débit d'eau maximum, hein, pour ce lavage, comme il y avait beaucoup de traces de chocolat sur le sol. Donc si je mets un petit peu de sopalin comme ça sur un carreau, eh bien, on voit qu'il y a des très légères traces d'humidité, hein, mais c'est vraiment très léger, hein. Ça s'évapore, ça en à peu près 5 à 10 minutes maximum. Donc voilà, donc un excellent résultat de lavage, et ça c'est grâce à la pression des serpillères sur le sol. Le robot exerce vraiment une pression sur le sol pour bien frotter le sol, et donc le résultat est impeccable. Évidemment, on va regarder l'état des serpillères, parce que forcément, eh bien, la saleté se retrouve forcément quelque part, et là en l'occurrence, oui, elle est sur les serpillères, hein, sous le robot. Les serpillères sont évidemment pleines de chocolat. Là, je vous ai fait une démonstration du système IntelliView de Eureka qui permet de détecter les saletés sèches ou les saletés humides automatiquement. Et là, il va en l'occurrence détecter cette flaque de chocolat. On voit ici qu'il a détecté la tâche, elle apparaît tout de suite sur l'application. Il soulève son chariot de brosse pour ne pas le mouiller. Alors ça, évidemment pour moi, c'est impossible à filmer, on est sur un carrelage. Il faudrait que j'ai une caméra par le dessous. Et là, on voit qu'il nettoie la tâche par l'arrière pour ne pas non plus salir l'avant du robot, la roulette sur le devant. Il a attaqué la tâche en marche arrière. Vous voyez, son intelligence artificielle lui permet vraiment de nettoyer les liquides qui seraient renversés sur le sol. En l'occurrence, ici, ma tâche de chocolat. Alors, j'y ai été généreusement, hein, j'ai mis beaucoup de liquide. Alors, on va voir s'il arrive à récupérer tout ce chocolat sans forcément l'étaler et laisser des traces sales. Vous voyez qu'il fait ça en marche arrière. C'est vraiment très intelligent de sa part. C'est la première fois que je vois ça dans un robot aspirateur laveur. C'est vraiment impressionnant. Retour pour le lavage de la serpillière. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va laver sa serpillière. Il retourne à sa station de base pour aller laver sa serpillière. Alors là, il s'est caché sous le canapé. Mais voilà, il est super intelligent. Il a vu qu'il a ramassé énormément de saleté sur le sol. Et il est parti nettoyer sa serpillière. Où te caches-tu? Il est là. Reviens par là. Viens nous montrer ce que tu as ramassé. Et voilà l'état des serpillères, il a ramassé la tâche de chocolat. Et ça, c'est super intelligent. C'est vraiment le premier robot que j'ai qui est capable de faire ce genre de choses. Donc nos serpillères sales, on va aller faire l'auto-nettoyage dans la station de base. Normalement, évidemment, le robot, quand il revient sur sa base, ça se fait automatiquement, mais je l'avais désactivé pour vous montrer le avant et le après. Donc on a bien ici nos serpillères sales avec du chocolat. Je mets le robot sur la base. Et je lance l'auto-nettoyage à l'aide de mon smartphone. Donc je clique sur lavage de la serpillière. Lavage de la lingette, veuillez patienter. Donc là on a de l'eau chaude qui arrive au fond de la base pour laver la serpillière, de l'eau à 75 degrés. On va essayer de mesurer cette température. Ensuite les serpillères sont frottées et puis l'eau sale est réaspirée dans le réservoir d'eau sale. Puis il y a plusieurs cycles, hein. De l'eau arrive sur la serpillière, elle est frottée, l'eau sale remonte, ça se produit plusieurs fois pendant le lavage de la serpillière. Ensuite, les serpillères sont essorées, vous entendez que le bruit est un petit peu différent. Et puis, les résidus d'eau qui se trouvent encore au fond remontent dans le réservoir d'eau sale. J'ai fait plusieurs essais pour mesurer la température d'eau au fond de la base lors du lavage, puisque Eureka annonce une température d'eau chaude à 75 degrés, mais je n'ai pu mesurer que 38 degrés lors de mes essais. J'ai demandé à Eureka à quel endroit l'eau était à 75 degrés, ils m'ont indiqué que c'était en sortie du corps de chauffe, et comme c'est inaccessible, c'est pour ça que j'ai pas pu mesurer les 75 degrés. J'ai utilisé une caméra thermique pour vous montrer que le côté gauche, là où se trouve le réservoir d'eau sale, il est chaud, alors qu'à droite, on a le réservoir d'eau propre qui est froid.
Et puis le fond de la base, on voit qu'il est chaud. Alors ici, on voit une température d'environ 36 degrés, mais parce que j'ai pas pu évidemment le mesurer pendant que le robot était dessus. Voilà, on a une température d'environ 36 degrés une fois que j'ai sorti le robot de la base, donc on a vraiment ici un lavage à l'eau chaude, même si j'ai pas réussi à mesurer une température proche des 75 degrés comme ce qui est annoncé. C'est compliqué d'aller mesurer la température au fond de la base pendant que la base lave les serpillères. Et si je regarde sous le robot, on voit effectivement que les serpillères sont chaudes, hein, elles sont réellement chauffées lors du lavage des serpillères. Et là, j'ai sorti les deux réservoirs, à gauche le réservoir d'eau sale, à droite le réservoir d'eau propre, et on voit effectivement que l'eau sale est chaude. Et là, si vous voyez le robot qui est chaud, ben, c'est tout simplement parce qu'il est en train de charger. Et pour la température de l'eau, on voit qu'ici on a 25 degrés environ pour l'eau sale, et 17 degrés pour l'eau propre, hein, l'eau qui est sortie du robinet. Sur le smartphone, on voit l'avancement de la procédure. Et maintenant, on passe au séchage à l'air chaud. Alors on va aller voir si les serpillères ont été lavées correctement avant de commencer le séchage. Et effectivement, on voit que les traces marron qui se trouvaient sur les bords des serpillères essentiellement, eh bien, ont totalement disparu. Évidemment, après le lavage de la serpillière, on récupère l'eau sale dans le réservoir d'eau sale, évidemment. Hein, voilà, l'eau sale est ici. Et donc c'est effectivement une eau pleine de chocolat. Et on va lancer la fonction séchage. Pour ça, je le lance directement avec le smartphone, mais il faut savoir que normalement, en mode automatique, eh bien, la fonction séchage débute automatiquement après la fonction lavage, et c'est tout à fait normal. Et là, pareil, on peut suivre la progression du séchage sur le smartphone, sachant que le séchage peut se programmer entre 2 et 3 heures en durée. Donc on va laisser le séchage s'effectuer, et on va revenir dans 2 heures, puisque là, je l'ai réglé sur 2 heures, pour voir si c'est sec au bout de 2 heures. J'essaye de mesurer la température de l'air chaud. Ici, j'ai mesuré 42,5 degrés. Je vais le sortir. 49 degrés au fond de la base. Je vais regarder maintenant avec la caméra thermique au fond de la base et on voit qu'on a des endroits à 52, 53 degrés. Eureka a annoncé une température de séchage à 55 degrés et du coup, c'est bien vérifié. J'en profite pour vous montrer ici la consommation de la base à 0,8 watts. Quand la base est connectée au secteur et que le robot n'est pas sur sa base. Lors du séchage, la consommation est d'un peu plus de 100 watts, comme vous le voyez ici. Quand le robot est chargé à 100%, vous voyez que la charge de maintien elle est d'environ 2 watts, c'est vraiment faible, donc c'est vraiment négligeable, hein. C'est pas la peine d'éteindre votre robot ou de débrancher votre base, hein. Vous pouvez laisser brancher sans problème. Voilà, le séchage de 2 heures vient de se terminer. On va donc regarder si les serpillères sont sèches. Alors déjà, elles sont chaudes, hein, évidemment, puisque c'est un séchage à l'air chaud. Et elles me paraissent totalement sèches. On va vérifier ça tout de suite avec le sopalin. Et effectivement, pas une trace d'humidité sur ces serpillères. Et je vais regarder aussi sur la plaque de fond de base si on a encore de l'eau ou pas. Et donc vous voyez que le bac est entièrement sec. Il n'y a plus une seule goutte d'eau au fond de ce bac. Et vous avez toutes les saletés sèches qui se retrouvent ici, hein. La zone de récupération, elle se trouve ici. Donc voilà, comme vous voyez, c'est pas la peine de mettre plus de 2 heures de séchage. 2 heures, ça suffit amplement pour sécher intégralement, que ce soit les serpillères et le fond de la base. Il n'y a donc pas de risque de développement de bactéries, puisqu'on n'a vraiment plus aucune goutte d'eau. Je vais maintenant tester l'auto-nettoyage de la station de base. Démarrer le nettoyage automatique de la station. Ça va nettoyer la plaque de fond de base, la plaque qui sert à laver les serpillères. Elle va s'auto-nettoyer, elle va ramasser tous les détritus et elle va les aspirer avec l'eau dans le réservoir d'eau sale. Cette opération d'auto-nettoyage dure 3 minutes exactement. Démarrer le séchage à l'air chaud. La phase d'auto-nettoyage de la base se termine évidemment par un séchage à l'air chaud pour sécher intégralement la base. On va quand même regarder si c'est propre. Donc ce qui s'est passé, c'est que les serpillères qui prennent appui sur ces bras rotatifs viennent racler ici, vous voyez avec la raclette, l'eau qui se trouve là, et puis emmènent tous les déchets ici au fond, derrière, à cet endroit-là. Et donc tous les déchets solides vont s'accumuler ici derrière. Vous voyez qu'on a un petit peu de blanc ici, c'est des peluches en fait qui sont restées bloquées ici. Une fois que la base elle sera sèche, et bien cet endroit où les parties solides viennent se stocker, et bien quand tout ça sera sec, la base va aspirer. On a ici un orifice d'aspiration. Tout ce qui se trouve là se verra aspirer et se retrouvera dans le sac d'aspirateur de la base. Et tout ça, c'est évidemment entièrement automatique, vous ne vous occupez de rien.
On va maintenant tester la détection d'obstacles grâce à sa caméra, son intelligence artificielle, son laser frontal. Pour ça, comme il n'y a pas de bouton sur ce robot pour un nettoyage localisé, il n'y a qu'un bouton power et un bouton retour à la base, j'ai sélectionné une zone sur le smartphone que je vais nettoyer pour couvrir la surface que vous voyez à l'écran. Quand vous le posez quelque part dans votre domicile, il commence par se positionner et il essaye de repérer la carte. Effectivement, il a bien reconnu la carte où il se trouve. Bon là, pour le stylo, on voit tout de suite que c'est raté. Le stylo, c'est très difficile. J'ai encore pas trouvé un robot qui arrive à l'éviter complètement. Alors, il a une gestion d'obstacles adaptative, c'est-à-dire que là, il a détecté que c'était une chaussure, donc il va essayer de la contourner au plus proche, puisque ce n'est pas pour lui un objet dangereux, comme ça pourrait l'être, par exemple, pour un excrément d'animal. Et on voit sur l'application qu'effectivement, il a bien reconnu que c'était des chaussures, et en plus, il me met la photo. Et là, ici, je peux confirmer avec Ovax si oui ou non ça a été reconnu correctement. Attention, on va voir maintenant pour le câble. Alors, il m'a reconnu effectivement un fil électrique. Maintenant, est-ce qu'il va le contourner correctement? Ça m'a l'air d'être le cas. Vous voyez qu'il prend très très large pour le câble électrique. Alors là, je ne sais pas par contre où il va. Bon, ben voilà, il a détecté le cube aussi. C'est un peu bizarre ce qu'il nous a fait là. Il a complètement changé sa navigation quand il a détecté le fil électrique. On va voir s'il couvre quand même l'intégralité de la surface. Pour le cube, il est contourné à peu près correctement. Il l'a touché un petit peu avec sa brosse latérale, mais rien de méchant. Par contre, il ne m'a pas indiqué ce que c'était comme obstacle. Ici, on revient sur le câble électrique, donc il l'a parfaitement reconnu à nouveau. Il ne s'en approche pas. Il fait vraiment très attention avec le câble électrique, beaucoup plus, vous l'avez vu, qu'avec la chaussure. Alors là, j'espère qu'il ne va pas l'embarquer. Bon, il a roulé un petit peu sur la prise du câble. Aïe, aïe, aïe. Ah voilà, c'est ce que je dis toujours, l'intelligence artificielle, c'est pas fiable à 100%. Et même s'il l'avait reconnu au début, il a fini finalement quand même par rouler dessus. Mais par contre, vous voyez qu'il ne s'est pas enroulé dans la brosse latérale, il n'a pas non plus été avalé par la brosse principale. Alors là, je vais être obligé de l'aider, puisque le câble s'est coincé quelque part, je ne sais où. Voilà, le câble était passé ici, dans la brosse. Donc voilà, ça prouve bien, comme je vous le disais, que c'est jamais fiable à 100%. Et c'est dommage, j'ai encore pas trouvé un robot qui me détecte 100% des objets. Ah, la télécommande, il l'a vu. Mais il s'en approche quand même un petit peu trop. Bon allez, on va arrêter le test là. Donc effectivement, le cube, il l'a détecté. Par contre, il l'a détecté comme une gamelle. Et il m'a bien pris la photo du cube. Et puis le câble électrique, je vous avais pas mis la photo. Effectivement, il avait bien vu le câble électrique. Mais malgré tout, il ne l'a pas contourné. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il arrive quand même à reconnaître les objets. Mais pas forcément à les contourner correctement. Bon, évidemment, je le répète encore une fois, mais c'est jamais du 100% avec l'intelligence artificielle. C'est encore une fois démontré ici. Et c'est pour ça qu'il est quand même conseillé dans votre intérieur, évidemment, de laisser traîner le moins de choses possible, mais vous voyez que si jamais vous laissez traîner quelques objets, il pourra quand même tenter de les éviter, et ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Allez, la vidéo est déjà très longue, on va regarder rapidement l'application de ce J15 Ultra Eureka. En bas, vous avez des raccourcis, le mieux c'est quand même d'entrer dans le robot, et là vous allez pouvoir choisir différents types de nettoyage, soit un nettoyage par pièce, et là vous allez sélectionner une ou plusieurs pièces dans un certain ordre. On peut choisir un nettoyage x2 ou x3, ou simplement en une fois. En bas à gauche, on choisit les paramètres de nettoyage. Vous pouvez choisir aspirateur et serpillière en haut, ou alors aspirateur puis serpillière, ça veut dire qu'il va d'abord aspirer et ensuite passer la serpillière, ou choisir que aspirateur ou que serpillière. Et puis le mode personnalisé, là vous allez pouvoir personnaliser le mode de nettoyage de chaque pièce. Si vous cliquez sur modifier, vous allez pouvoir modifier pour chaque pièce le type de nettoyage. Vous pourrez choisir d'utiliser beaucoup d'eau pour laver la cuisine, un petit peu moins d'eau pour laver la salle à manger. Par exemple, ne pas mettre d'eau sur la chambre. Voilà, vous allez pouvoir modifier pour chaque pièce. Et puis tout à gauche ici, il y a le sans souci. Ça, c'est un paramètre totalement automatique géré par l'IA. Et là, c'est le robot qui va déterminer lui-même sa façon de laver en fonction des types de sol. Donc on va revenir sur aspirateur et serpillière. Je
peux régler la puissance d'aspiration sur 4 niveaux ici. Je peux régler la quantité d'eau qu'on va mettre sur les serpillères. Je peux régler le trajet. Ici, je choisis de ne pas faire les bords. Ici, je choisis de faire les bords et de faire un passage rapide au centre. Et ici, je choisis de faire les bords et de procéder par ligne parallèle rapprochée pour mieux nettoyer. Le mode quadrillage permet de faire un passage croisé quand vous êtes en x2 ou en x3. En bas à droite, on a les fonctions de station. La vidange automatique, ça c'est pour vider le bac à poussière de l'aspirateur vers la base. Le lavage de la serpillière, ça c'est pour laver la serpillière dans la base. Le séchage de la serpillière et l'auto-nettoyage de la base. On voit également sur cet écran si le réservoir d'eau propre est plein et si le réservoir d'eau sale n'est pas plein. C'est marqué normal pour les deux, ça veut dire que tout va bien. Ensuite, ici en haut de l'écran, on voit le dernier nettoyage. Alors là, je suis à 0 m², 0 minutes parce que j'avais éteint le robot et puis je viens de le rallumer. Je suis à 99% de batterie, évidemment, je suis en charge, c'est marqué en haut de l'écran. On accède aux outils de carte ici. Pour modifier la carte, ça se trouve là. Je clique dessus. Je peux modifier évidemment le nom de ma carte, je peux la sauvegarder, la restaurer. Je peux personnaliser une zone, ajouter des zones interdites, ajouter des zones sans lavage. Je peux créer des murs virtuels que je peux mettre dans le sens que je veux. Je peux définir un seuil pour améliorer l'aspiration du robot sur le seuil. On peut choisir les matériaux de la pièce. Alors ça, j'ai pas bien compris. On peut choisir si on a du carrelage. Alors je vois sol, je vois carrelage ici. Autre, bon, c'est pas très clair à ce niveau-là. On peut ajouter ou pas des meubles. Franchement, ça, moi je trouve ça que c'est gadget. On peut modifier les pièces, alors ça par contre c'est intéressant. Vous allez pouvoir modifier chaque pièce, par exemple fusionner 2 pièces entre elles. Vous allez pouvoir diviser une pièce existante. On peut changer les noms des pièces, évidemment. On peut prendre les noms personnalisés ou alors choisir ses propres noms. Et on peut choisir ici l'ordre de nettoyage des pièces. Et pour la gestion multicarte, eh bien ça se passe ici, vous allez cliquer sur la flèche ici, et là vous voyez que j'ai 2 cartes enregistrées, le rez-de-chaussée et l'étage, sachant que le robot reconnaît automatiquement la carte sur laquelle il se trouve. Par exemple, là j'ai la carte RDC qui est activée. Si je prends mon robot, que je le pose à l'étage, il va reconnaître automatiquement la carte et la sélectionner lui-même. Et puis si je veux créer d'autres cartes, ben, ça se trouve en bas de l'écran. Ici, on a le mode patrouille, et ben ça c'est la vidéo surveillance tout simplement. Il faut choisir un code secret au départ, et ensuite vous allez avoir accès à la vidéo surveillance. Alors là, je n'ai pas de lumière allumée dans la pièce, donc on voit uniquement l'éclairage avec la lampe LED du robot, sans phare LED. Donc vous voyez que je peux me déplacer ici avec le joystick. Je peux aller tourner vers la gauche. On voit que ma fenêtre, eh bien, elle est fermée. Donc ça peut me permettre de vérifier si effectivement j'ai une effraction ou pas chez moi. Et si je clique sur la carte, je peux sélectionner des points de patrouille. Vous voyez qu'on a des petits points qui sont déjà positionnés automatiquement. Eh bien, je peux les modifier si je clique ici sur le petit stylo. Je vais pouvoir ajouter par exemple des points de patrouille. Voilà, je les mets où je veux. J'enregistre, je ferme. Et ensuite, si je clique ici sur démarrer la patrouille, on ne voit pas tous les textes, eh bien le robot va se déplacer automatiquement lui-même de point en point. Il faut d'abord lui sélectionner les points à visiter. Donc là, on ne les voit pas bien, il faut cliquer dessus. Voilà, et là, je fais démarrer. Donc là, le robot cherche déjà sa position et il va se déplacer automatiquement sur les points de patrouille que j'ai définis. Alors là, l'image n'est pas très bonne puisque je n'ai pas de lumière allumée. Et là, si j'allume la lumière, voilà, on y voit tout de suite mieux. Et à chaque point de patrouille, le robot fait un 360 degrés pour vous montrer que tout va bien. Donc si vous voulez surveiller votre domicile, vous allez pouvoir créer différents points de patrouille à différents endroits. Et puis de temps en temps, si vous le souhaitez, vous lancez la patrouille et vous regardez l'écran. Évidemment, ça, vous pouvez l'utiliser que vous soyez chez vous ou même en dehors de chez vous. Et c'est là que ça a tout son intérêt. Donc là, évidemment, vous vous connecterez en 4G si vous n'êtes pas chez vous. Et ensuite, je peux cliquer sur recharger. Le robot retournera automatiquement tout seul sur son point de charge, sur sa base. Ensuite, en haut à droite, eh bien, on va avoir les différents paramètres. On peut programmer des nettoyages. Évidemment, vous allez pouvoir dire à quelle heure vous voulez un nettoyage, quel jour, quel mode de nettoyage. Vous allez sélectionner une ou plusieurs pièces. Ensuite, ici, on a l'historique de nettoyage. Vous voyez, ça, c'est tous les essais que j'ai fait pour cette vidéo. Ici, on a les enregistrements de patrouille. On voit tout de suite la patrouille que je viens de faire. Dans la gestion des cartes, on retrouve le même écran qu'on avait tout à l'heure. Dans les paramètres de nettoyage, on a la méthode de nettoyage des tapis. On a la possibilité de nettoyer mieux les bords et les coins. La couverture étendue dans les coins. Le nettoyage des creux, etc. On a un nettoyage amélioré autour des tables et pieds de chaise. Ça, c'est pour la serpillière qui va se décaler sur le côté. Les paramètres de coupe, ça, c'est le système FlexiRazor qui va couper les cheveux. Vous pouvez mettre jamais si vous n'avez pas de cheveux ni d'animal chez vous, ou sinon standard, ou sinon puissant si vous avez un animal, ou alors des cheveux longs. Vous pouvez aussi mettre coupe super forte si vous avez vraiment beaucoup de poils ou de cheveux. Et le boost sur le seuil, ça permet d'augmenter la puissance d'aspiration lorsque le robot passe un seuil puisqu'il va être légèrement soulevé. Ici, les paramètres de voix, on change la langue. Paramètres de la station, on peut régler la surface maximum à laver avant de retourner laver la serpillière sur la base. Ici, c'est pour la collecte automatique du bac à poussière. Je vous conseille de mettre
systématiquement à une fois, c'est-à-dire qu'à chaque nettoyage, il ira vider son bac à poussière. Et si vous cliquez sur mode confort ici, eh bien, vous aurez moins de bruit lorsque le vidage de la poussière s'effectuera. Mode de lavage de la serpillière, on peut choisir rapide, standard ou en profondeur. On peut choisir la température de l'eau, chaud ou très chaud, ou alors systématiquement de l'eau froide. Séchage automatique à la fin du lavage de la serpillière, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez mettre soit à l'air froid ou à l'air chaud, et vous pouvez régler 2 ou 3 heures d'air chaud. Et puis la fréquence de l'auto-nettoyage de la station, ça vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Moi j'avais choisi 3 fois, c'est-à-dire que tous les 3 nettoyages, la station se nettoie automatiquement. Durée de vie des accessoires, là c'est une estimation des durées de vie restantes des différents accessoires consommables. Ici les paramètres de verrouillage d'enfant, le mode ne pas en déranger, l'éclairage, ça c'est le phare LED, unité de surface, etc. Assistant de nettoyage IA, là vous allez choisir différents paramètres, notamment ici, alors là moi je ne l'ai pas sélectionné, l'ajustement de l'humidité de la serpillière en fonction de la température et de l'humidité locale, j'en vois pas trop l'intérêt. Le nettoyage en profondeur intelligent, ça veut dire que si vous n'avez pas aspiré pendant très longtemps, eh bien le robot activera un nettoyage en profondeur automatiquement. Le nettoyage ciblé des tâches, ça c'est ce qu'il faut activer si vous voulez qu'il reconnaisse la tâche, notamment tout à l'heure comme j'avais fait la flaque de chocolat. Là il va le reconnaître et le traiter d'une manière intelligente. Pareil, si vous avez des gros débris sur le sol, il va le traiter aussi de manière intelligente. Le reconnaissance et évitement des objets par l'IA, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous pouvez choisir le mode intelligent, précis. Vous pouvez indiquer ici si vous avez un animal. Et puis si vous avez un animal, eh bien là, il va gérer automatiquement les crottes de chien, etc. La patrouille vidéo, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la vidéosurveillance. Vous pouvez ici choisir votre mot de passe. Ici, on a un mode manuel qui permet d'aspirer manuellement. Trouver mon robot, il va émettre un son, comme ça vous allez pouvoir le retrouver s'il est caché sous un lit. La mise à jour ici du logiciel. Le manuel que vous allez pouvoir retrouver ici. Une FAQ que vous retrouverez également ici. Les aides, les commentaires. Voilà, on a fait le tour de l'application et de ce que vous pourrez faire avec. Voilà, si vous avez aimé les tests effectués avec ce robot, comme d'habitude, vous mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis donc maintenant, je vais vous dire ce que je pense réellement de ce robot. Oui, moi je vais vous dire ce que je pense. Déjà, on va commencer par les points négatifs, les points qui fâchent. Déjà, l'inconvénient que je vais trouver, comme il n'est pas rond et qu'il est plus ou moins carré, eh bien, il n'a pas une diagonale de 35 cm, il a une diagonale, on va dire, de 38 cm, ce qui fait qu'il y a des endroits où certains autres aspirateurs robots peuvent passer, celui-ci ne pourra pas passer, puisqu'il a besoin de 38 cm quand il fait ses demi-tours. Il me manquait aussi au centre, ici, le bouton de nettoyage localisé, qu'on trouve souvent, mais là sur ce robot il n'est pas présent. Donc si c'est une fonction que vous utilisez, il faut bien savoir que vous ne pourrez pas le faire, il faudra sélectionner une zone avec l'application, et dans ce cas-là vous pourrez nettoyer une zone spécifiée avec l'application. Ce que j'ai trouvé également pas très bien fait, ce sont les poignées pour les réservoirs. Pourquoi? Parce que les poignées, on les attrape par l'arrière de la base. Et si votre robot est positionné contre un mur, que je simule ici avec cette plaque, eh bien vous ne pourrez pas attraper vos poignées par l'arrière ici, vous ne pourrez pas passer vos doigts, vous serez obligé de les attraper par le côté. Donc il faudra tout simplement décaler un petit peu la base du mur pour laisser un espace de 2 à 3 cm pour passer les doigts. Ensuite, j'ai constaté que la serpillière qui se décale pour aller laver le long des plinthes, des fois, elle bouge un petit peu toute seule. Je ne sais pas si c'est le robot qui adapte automatiquement la distance de cette serpillière qui se décale par rapport à son laser et les obstacles qu'il voit devant lui. Peut-être qu'il y a une légère mise à jour à faire de ce côté-là. Peut-être que c'est un petit peu trop sensible, puisque le robot, en fait, il sort sa serpillière en fonction des obstacles qu'il détecte. J'ai trouvé que lorsqu'on a un mur parfaitement droit, la serpillière arrive quand même à bouger un petit peu le long du mur. Alors, c'est pas réellement gênant, sauf qu'évidemment, du coup, ça va pas laver complètement au bord du mur tout le long, mais bon, si vous faites des passages réguliers tous les jours, à force, forcément, il va laver partout. Donc peut-être qu'il y a là juste une petite mise à jour à faire de la part de Reka. Et le dernier point négatif, ce sera ce que j'avais déjà constaté aussi sur d'autres modèles Eureka, c'est que parfois le robot ne prend pas le chemin le plus simple pour se déplacer, et notamment pour soit partir de sa base, soit revenir. Il va essayer de prendre des chemins compliqués, de passer entre des pieds de chaise, alors qu'il y a des chemins beaucoup plus simples et beaucoup plus larges à prendre. Et en fait, lui, il cherche un petit peu la complication, mais je vous rassure tout de suite, évidemment, il se retrouve toujours, il se perd jamais, ça va être pour lui un vrai labyrinthe, mais il va quand même trouver un moyen de s'en sortir et d'aller exactement là où il veut. Et donc maintenant, on va passer au point positif. Parce qu'évidemment, la navigation, c'est une navigation laser, elle est ultra précise, comme je vous le dis, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vraiment c'est ce qu'il y a de mieux le laser pour les aspirateurs robots. Donc vous êtes sûr avec ça que le moindre recoin de votre domicile, il sera nettoyé par le robot, il n'y aura rien d'oublié. Et des points positifs, il y en a plein, je vous les cite en vrac, la qualité d'aspiration, la qualité de lavage, la détection visuelle des obstacles, alors c'est pas du 100%, mais bon, elle est présente. Le phare LED adaptatif, la vidéosurveillance, le système Scrub Extend qui étend la serpillière de droite le long des plinthes et des obstacles, la possibilité de commander ce robot à la voix,
voix, que ce soit sur Alexa, Google ou Siri. La détection de la hauteur des meubles pour aller laver sous certains meubles en se décalant comme ça sur le côté. Vous avez vu ça aussi, c'est génial. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le système FlexiRazor. Il est vraiment intelligent. Vous pouvez régler, comme vous l'avez vu dans l'application, si vous avez beaucoup de cheveux ou pas de cheveux chez vous, vous allez pouvoir le régler en fonction. Et le résultat, il est vraiment impressionnant. Et sur la brosse, hein, après plusieurs jours d'utilisation, je ne vous l'ai pas remontré dans la vidéo, mais j'ai rien dans la brosse en fait. Je vous ai montré que j'avais quelques cheveux en bout de brosse, mais finalement, maintenant, je ne les ai plus. À force que la brosse tourne, les cheveux bougent un petit peu, ils viennent à être coupés. Donc, au final, vous n'avez plus aucun entretien à faire dans la brosse principale du robot, comme c'est le cas dans tous les autres robots que vous voyez sur le marché. Vous êtes obligé de temps en temps d'aller vérifier la brosse. Avec celui-là, vous êtes sûr d'avoir une brosse parfaitement propre tout le temps. Et aussi, ce qu'on a de parfaitement propre tout le temps, c'est la base. Alors, je ne l'ai pas testé sur une très longue période, je l'ai testé simplement sur quelques jours, mais en tout cas, ce que j'ai vu est vraiment intéressant. Le fond de la base est toujours propre et surtout, il est toujours complètement sec. Ça veut dire que vous n'aurez jamais de mauvaises odeurs et aussi de bactéries qui vont se développer au fond de la base. Et ça, c'est vraiment génial. Et le système pour récupérer les parties sèches au fond de la base, lui, il est aussi vraiment impressionnant, hein. C'est vraiment très bien pensé de la part d'Eureka d'avoir mis un petit système pour à la fois laver la base et surtout récupérer les résidus secs que vous auriez pu récupérer sur le sol, notamment si vous avez un animal qui vous ramène du sable ou des graviers de l'extérieur. Et puis je vais revenir sur l'innovation d'Eureka, hein. Eureka avec son système IntelliView AI qui permet de détecter à la fois les parties sèches et les parties liquides. Et vous l'avez vu notamment avec cette flaque de chocolat, il a été capable de la traiter différemment et d'y aller en marche arrière. Mais ça c'est vraiment génial, quelque chose que j'avais jamais vu avant. Donc ça c'est ce que j'aime voir, de l'innovation. Là pour le coup, j'ai été franchement servi avec toutes les innovations qu'on a sur ce modèle. Et puisque je vous parle d'innovation, il y a aussi un autre modèle de chez Eureka où il y a pas mal d'innovations, c'est le J20. Je vous mets ici la vidéo test complète de ce J20. Cliquez dessus, vous allez voir que là aussi, il y a des innovations intéressantes. Allez, on clique. Et tu sais quoi? Je m'en vais, tu cliques juste après.